Manhattan, 1884. Au milieu des pâturages pour chèvres et des terrains vagues, une forteresse colossale s'élève, seule, défiant toute logique. Les critiques ricanent. Ils l'appellent « la folie de Clark ». Ils ne voient qu'un bastion excentrique perdu dans les terres sauvages. Ils ignorent qu'ils assistent à la naissance d'un mythe. Derrière ces murs de briques et de grès se cache une histoire bâtie sur un scandale sexuel national, une fortune colossale née d'une invention qui a changé le monde et un pari que seule l'élite de New York osera relever. Abandonner ses palais privés pour vivre, enfin, ensemble. Des banquiers de l'âge d'or aux rituels occultes de Hollywood, jusqu'à cette nuit tragique de 1980 où une icône mondiale s'est effondrée sous sa voûte majestueuse. Voici l'Odyssée du Dakota, le premier palais des temps modernes. L'adresse la plus mystérieuse, la plus convoitée et la plus sélective d'Amérique. Une légende faite de pierre, de silence et de sang. Si l'histoire de ces demeures légendaires vous passionne, je vous invite à vous abonner pour soutenir nos recherches. Votre présence et vos réflexions en commentaire sont le souffle qui anime ce récit. Chapitre 1er, le scandale des machines à coudre. La fortune qui permit la construction du Dakota appartenait à l'un des hommes les plus scandaleux de l'Amérique du XIXe siècle. Isaac Merritt Singer était grand, séduisant et totalement dénué de scrupules. Il menait de front 4 vies de famille distinctes à Manhattan, chacune ignorant l'existence des autres. Il engendra au moins 24 enfants avec 5 femmes différentes, tout en révolutionnant l'industrie de la machine à coudre. Né en 1811 dans le nord de l'État de New York, Singer quitte le foyer familial à 12 ans, presque sans éducation, mais animé par le désir dévorant de devenir un acteur célèbre. Pendant près de 20 ans, il parcourt le pays avec des troupes de théâtre itinérantes. Si les représentations ne sont guère lucratives, Singer se découvre d'autres talents. Il est charmant, persuasif et possède un don inné pour l'invention mécanique. En 1850, alors qu'il travaille dans un atelier de Boston, son employeur lui demande de réparer une machine à coudre Leroy & Blodgett. Singer étudie l'appareil et comprend immédiatement qu'il peut concevoir un mécanisme bien supérieur. En seulement 11 jours, travaillant dit-on 18 à 20 heures d'affilée, il construit un prototype qui allait changer la face du monde. Sa machine permettait de coudre en continu sur n'importe quelle partie d'un vêtement, gérant les courbes aussi facilement que les lignes droites. Une ouvrière qualifiée pouvait désormais réaliser 900 points à la minute. C'était une révolution sans précédent. Singer dépose son brevet en août 1851. Une industrie était née. Pourtant, Singer n'était pas un homme d'affaires. C'était un acteur qui, par hasard, inventait des choses. Il lui fallait un partenaire comprenant les rouages de l'argent, des contrats et des réalités brutales du commerce. Cet homme fut Edward Clark. Clark était l'antithèse absolue de Singer. Né la même année, formé au droit, il s'était forgé une réputation d'avocat respectable. Prudent, conservateur et dévoué à l'ordre, il ne se maria qu'une fois et resta fidèle à son épouse jusqu'à son dernier souffle. Là où Singer créait le désordre, Clark instaurait une structure. Ensemble, ils fondent la E.M. Singer & Company en 1851. Leur collaboration est houleuse dès le premier jour. Ils sont en désaccord sur presque tout, mais ils sont indispensables l'un à l'autre. Singer apporte le génie inventif, Clark la finesse commerciale. Clark se révèle d'ailleurs être l'un des pionniers du marketing moderne. C'est lui qui invente le premier système de vente à tempérament en Amérique. À une époque où une machine à coudre coûtait plus de 100 $ alors qu'une famille moyenne n'en gagnait que 500 par an, cet objet était un luxe inaccessible. La solution de Clark est révolutionnaire. Permettre aux clients de payer une petite somme chaque mois jusqu'à ce que la machine leur appartienne. Soudain, les ménagères de la classe moyenne peuvent s'offrir une Singer. Les ventes explosent. Pendant que Clark bâtit l'empire, Singer bâtit ses familles. Après avoir abandonné sa première épouse légale, il installe Mary Ann Sponsler, qui se croit sa femme légitime, et lui donne 10 enfants. Simultanément, il entretient une liaison avec Mary McGonigal, qui lui donne 5 autres enfants sous le nom d'emprunt de Matthews. Et il y en eut d'autres. Singer passait d'un foyer à l'autre avec une audace stupéfiante, parvenant à maintenir ce secret pendant des années. L'édifice de mensonges s'écroule spectaculairement en 1860 lorsque Mary Ann Sponsler aperçoit Singer remontant la 5e avenue dans une calèche ouverte, aux côtés de Mary McGonigal.
Le scandale fait la une des journaux. Les enquêteurs découvrent alors l'ampleur de la supercherie. 4 familles rien qu'à Manhattan, et au moins 16 enfants. Accusé de bigamie et d'adultère, Singer s'enfuit en Angleterre. Il y rencontre Isabella Eugenia Boyer, une Française d'une beauté frappante âgée de 19 ans. Certains historiens avancent qu'elle aurait servi de modèle pour la Statue de la Liberté, bien que cela reste débattu. Singer l'épouse en 1863 et ils auront 6 enfants. Isaac Singer ne revit jamais le sol américain. Il fit construire en Angleterre une demeure colossale nommée The Wigwam, l'une des plus vastes résidences privées du pays. À sa mort en 1875, il laisse derrière lui une fortune d'environ 13 millions de dollars, soit plus de 300 millions de dollars actuels. Son testament, qui divise cette somme entre 20 de ses enfants survivants de manière inégale, reflète ses préférences jusqu'au bout, laissant un fils ne l'ayant pas soutenu avec seulement 500 dollars. De ce chaos, Edward Clark émerge avec le contrôle total de la Singer Manufacturing Company. Après 20 ans à gérer les affaires pendant que Singer menait une vie de débauche, la fortune est désormais entre ses mains. À 64 ans, Clark est l'un des hommes les plus riches d'Amérique, mais il a soif d'un nouveau défi. Il se tourne vers l'immobilier, avec une idée radicale qui allait bousculer toutes les certitudes de l'élite new-yorkaise sur la manière de vivre dignement. Clark allait bâtir un immeuble d'appartements, non pas pour la classe ouvrière ou les immigrants s'entassant dans des taudis, mais pour les riches, pour ces familles vivant dans des hôtels particuliers avec domestiques et équipages. Tous lui disaient que c'était impossible. Jamais les gens aisés ne consentiraient à vivre aux côtés d'inconnus. Jamais ils ne partageraient un ascenseur avec leurs voisins. Jamais ils n'abandonneraient le prestige d'une demeure privée. Clark écouta les sceptiques, puis il acheta des terres sur la portion la plus reculée de Manhattan qu'il put trouver et commença à bâtir. Chapitre 2. La folie de Clark. Dans les années 1870, une personne respectable à New York ne vivait pas en appartement. Ce mode de vie était réservé aux indigents et aux ouvriers des quartiers surpeuplés du Lower East Side. La richesse s'exprimait par des maisons individuelles le long de la 5e avenue. Suggérer qu'un banquier ou un grand industriel puisse partager son toit avec des étrangers était impensable. Mais Edward Clark avait observé l'Europe. À Paris, à Londres, à Vienne, les familles fortunées occupaient de somptueux immeubles sans que leur rang social n'en soit affecté. Ils profitaient de cours intérieures partagées, de services communs et de tout le confort de la vie urbaine. Pourquoi New York ferait-elle exception ? La ville grandissait à une vitesse folle, le prix des terrains s'envolait et l'entretien d'un hôtel particulier exigeait une fortune constante. Clark en était convaincu. Le marché était mûr pour une révolution. Dès 1869, une première brèche s'était ouverte dans les traditions new-yorkaises avec l'inauguration du Stuyvesant, sur la 18e rue Est. Conçu par Richard Morris Hunt, cet édifice offrait à la classe moyenne respectable une nouvelle façon de vivre. Des appartements modestes, certes, mais d'un confort inédit. Le succès du Stuyvesant suscita des vocations, mais il ne s'adressait qu'aux professionnels et aux marchands. Personne n'avait encore osé imaginer que l'on puisse arracher la véritable aristocratie de l'argent à la splendeur de ces hôtels particuliers. Edward Clark, en homme d'affaires avisé, choisit d'abord d'expérimenter à petite échelle. En 1879, il commande à l'architecte Henry Janeway Hardenberg le Van Corlear, un immeuble situé sur la 7e avenue. Le coût de construction avoisine les 8 000 $ par unité. L'immeuble attire une clientèle solide et respectable, mais l'ambition de Clark est ailleurs. Il rêve d'un projet d'une telle envergure qu'il prouverait une fois pour toutes que le luxe peut s'épanouir dans la vie collective. Pourtant, le site qu'il choisit en 1880 laisse ses contemporains pantois. À l'époque, l'Upper West Side n'est pas un quartier à la mode, c'est à peine un quartier. Les terres à l'ouest de Central Park sont un désert urbain. Les rares visiteurs décrivent un paysage désolé d'affleurements rocheux, de cabanes en bois éparses et d'hectares de terrains vagues s'étendant jusqu'à l'Hudson. Quelques parcelles servent encore de pâturage ou de petites fermes. Le contraste avec l'Upper East Side est saisissant. À l'est du parc, les maisons de ville élégantes s'alignent déjà le long des avenues depuis les années 1860. Mais à l'ouest, le terrain escarpé et l'absence totale de commodité ont découragé les investisseurs. La terre y est bon marché,
pour la simple raison que personne n'en veut. C'est pourtant là, à l'angle de la 72e rue et de la 8e avenue, qui deviendra plus tard Central Park West, que Clark achète une parcelle de près de 4000 mètres carrés. L'emplacement possède des atouts que lui seul semble voir. La 72e rue est l'une des artères transversales les plus larges de l'île. Le terrain est légèrement surélevé et Central Park s'étend juste en face. Mais pour les sceptiques, cela ne pèse rien face à l'isolement géographique. La vie sociale et commerciale de New York bat son plein bien plus au sud. L'Upper West Side semble appartenir à un autre monde, une contrée lointaine. C'est dans ce climat de dérision que le surnom de « folie de Clark » commence à circuler. On raconte que le nom même du Dakota vient de cette plaisanterie. L'immeuble serait situé si loin qu'il se trouverait en plein territoire indien, dans le Dakota. Clark, qui affectionne les noms des nouveaux États de l'Ouest, ne cherche pas à démentir. Après tout, il a déjà proposé, sans succès, de renommer les avenues du quartier d'après des lieux de l'Ouest américain. Au-delà du snobisme, le scepticisme repose sur des réalités concrètes. Comment les résidents pourraient-ils tenir leur rang et gérer leurs affaires alors qu'il faut plus d'une heure de marche pour rejoindre le centre-ville ? Les omnibus à chevaux sont lents et capricieux, mais Clark a anticipé. Le chemin de fer aérien de la 9e avenue vient d'ouvrir en 1879. Pour lui, l'isolement n'est qu'une phase transitoire. La question n'est pas de savoir si le quartier va se développer, mais qui sera le premier à bâtir pour ses futurs habitants. Clark a également compris une vérité psychologique sur la bourgeoisie montante. Tout le monde n'a pas le désir ni l'énergie de porter le fardeau d'un palais privé. Comme il le confie lui-même à l'époque, peu de gens sont assez princiers pour vouloir occuper une demeure entière avec tout le personnel que cela exige. Son idée est révolutionnaire. Créer non pas un immeuble, mais un palais divisé en résidences privées. Chaque appartement offrirait l'espace et le luxe d'un hôtel particulier, mais les charges de chauffage, d'entretien et de domesticité seraient partagées. Jouir des privilèges de la fortune, sans ses responsabilités épuisantes. Après de 70 ans, fort de la fortune accumulée grâce aux machines à coudre Singer, Clark n'a plus rien à prouver. Lorsqu'on l'interroge sur les raisons qui le poussent à se lancer dans l'immobilier si tard, sa réponse est d'un pragmatisme désarmant. Il veut gagner de l'argent. Mais au-delà du profit, on sent chez lui la volonté farouche de démontrer la justesse de sa vision urbaine. Il va bâtir son palais dans le désert en utilisant les matériaux les plus nobles et les technologies les plus modernes. Les travaux débutent en octobre 1880. Clark fait appel à Hardenberg, l'architecte du Vancorlear, mais cette fois, les instructions sont claires, ne reculer devant aucune dépense. Le budget atteint la somme astronomique de 2 millions de dollars. Chaque appartement coûte environ 25 000 dollars à construire, soit 3 fois plus que pour son précédent projet. Sous les yeux des New-Yorkais incrédules, la structure massive commence à s'élever. Edward Clark ignore les ricanements. Il a misé sa réputation sur une idée et il compte bien la mener à son terme. Chapitre 3. La forteresse de Hardenberg. Henry Janeway Hardenberg n'a que 33 ans lorsqu'il se voit confier la conception de ce qui deviendra l'immeuble le plus célèbre d'Amérique. Formé selon la tradition de l'apprentissage auprès de Detlef Lino, un architecte d'origine allemande imprégné de la rigueur de l'école des beaux-arts de Paris, Hardenberg possède une culture architecturale européenne qui le distingue de ses pairs. Le style qu'il imagine pour le Dakota défie toute classification simple et alimente les débats des historiens depuis plus d'un siècle. Certains y voient une renaissance allemande, soulignant les pignons élevés, les toitures profondes et l'ornementation robuste qui rappellent les hôtels de ville d'Europe du Nord. D'autres y perçoivent l'influence des châteaux français de l'époque de François Ier. Un critique, des décennies plus tard, balayera ces étiquettes pour qualifier le style de éclectisme néo-gothique victorien en briques de brasserie. Peut-être cette confusion est-elle le plus bel hommage à son œuvre. Hardenberg a puisé librement dans de multiples traditions pour créer une silhouette imposante, unique, dont la façade est si riche en détails que l'œil peut s'y perdre pendant des heures sans jamais en épuiser les découvertes. L'édifice s'élève sur 8 étages, surmonté d'un niveau supplémentaire habilement dissimulé sous les pentes abruptes de la toiture. Lors de son achèvement, cette stature en faisait l'une des structures résidentielles les plus hautes de Manhattan. Sa façade se compose principalement d'une brique couleur chamois, rehaussée de grès et ornée de panneaux de terre cuite. La ligne de toit, hérissée de lucarnes, de pignons et de cheminées,
dessine une silhouette qui évoque davantage un hôtel de ville hanséatique qu'une simple résidence new-yorkaise. Hardenberg a conçu le bâtiment autour d'une vaste cour centrale. Vue du ciel, l'empreinte au sol dessine un H presque parfait. Cette disposition répondait à des impératifs pratiques essentiels. Baigner chaque appartement de lumière naturelle sur ses 4 faces, assurer une ventilation constante à une époque où la climatisation n'existait pas, et offrir aux résidents un havre de paix extérieur, protégé du tumulte incessant des rues. L'entrée principale, située sur la 72e rue, s'ouvre sur un portique monumental de près de 5 mètres de large sur 6 mètres de haut. Ces dimensions généreuses permettaient aux voitures à chevaux de s'engager sans encombre jusqu'au cœur de la cour. Là, à l'abri des regards indiscrets et des intempéries, les résidents pouvaient regagner leurs appartements en toute discrétion. C'était le luxe du secret, la promesse d'une intimité de manoir transposée dans une demeure partagée. Au-dessus de cette arche, l'ornementation se fait foisonnante, terre cuite, ferronnerie délicate et sculptures de pierre. On raconte que les visages d'un homme et d'une femme veillent sur le passage, peut-être Isaac Singer et son épouse Isabella, bien que leur identité demeure un mystère. Plus haut, sur la ligne de toit, le buste d'un Amérindien semble scruter l'horizon, clin d'œil subtil au nom de l'édifice et au territoire lointain de l'Ouest. À l'intérieur, Hardenberg a imaginé 65 appartements. Aucun n'est identique. Ce choix délibéré reflétait la psychologie de l'élite de l'époque. Une famille quittant un hôtel particulier exigeait une demeure unique, et non une unité standardisée sortie d'un moule commun. Ces résidences allaient de 4 à 20 pièces, capables d'accueillir aussi bien des foyers modestes que de vastes clans entourés d'une domesticité nombreuse. La circulation intérieure était le miroir des hiérarchies sociales rigides de l'âge d'or. 4 grands escaliers et 4 ascenseurs d'apparat, situés aux angles de la cour, étaient réservés aux résidents. Le personnel, quant à lui, empruntait des circuits totalement distincts. 8 escaliers et ascenseurs de service, dissimulés au milieu de chaque côté de la cour, menaient directement aux cuisines et aux offices. Dans ce balai invisible, un résident pouvait ne jamais croiser un livreur ou un domestique chargé de provisions. La cour elle-même était divisée en 2 niveaux. La partie supérieure était le domaine exclusif des résidents. En dessous, accessible par des rampes descendant depuis les 72e et 63e rues, un niveau inférieur gérait toute l'intendance. Les chariots de livraison pouvaient y entrer, décharger leurs marchandises et repartir sans jamais apparaître dans le champ de vision des occupants fortunés. La construction fit appel à des techniques avant-gardistes. Les fondations, d'une épaisseur dépassant le mètre, assuraient une stabilité exceptionnelle. Plutôt que d'utiliser les nouvelles structures en acier, le Dakota fut bâti en maçonnerie porteuse traditionnelle, renforcé par des poutres en fer et des planchers en béton. Entre les couches de sol, les ouvriers auraient compacté de la boue prélevée directement à Central Park, une méthode destinée à garantir une isolation phonique et une résistance au feu optimale. Hardenberg apporta un soin méticuleux à la distribution des pièces. S'inspirant du modèle français, il disposa les salons en enfilade, permettant aux pièces de prestige de communiquer entre elles. Mais il y ajouta une touche de modernité. Chaque pièce était également accessible par un corridor indépendant, permettant de circuler sans traverser tous les espaces. Les pièces de réception faisaient face à la rue pour offrir les meilleures vues, tandis que les cuisines et les espaces domestiques s'orientèrent vers la cour. Les systèmes mécaniques étaient, eux aussi, prodigieux. Clark exigeait que le Dakota offre tout le confort moderne. L'immeuble possédait sa propre centrale électrique à une époque où Manhattan s'éclairait encore au gaz. Un système de chauffage central chauffait non seulement l'édifice, mais pouvait aussi alimenter les bâtiments voisins. Pour rassurer les locataires inquiets, la chaufferie ne fut pas installée sous le bâtiment principal, mais sous un jardin adjacent. Si une chaudière venait à exploser, la structure du Dakota resterait intacte. Clark comprenait que pour séduire les riches, il fallait d'abord les rassurer. Hardenberg resta dévoué à son œuvre bien après son achèvement. Il allait plus tard concevoir le Plaza Hotel et le Waldorf Astoria original, mais beaucoup considèrent le Dakota comme son chef-d'œuvre absolu. C'est ici qu'il a prouvé que la vie en appartement pouvait satisfaire les goûts les plus exigeants de l'aristocratie américaine. Le chantier progressa tout au long des années 1881 et 1882.
Sous les yeux fascinés et sceptiques des New-Yorkais, le rêve de Clark prenait corps. Mais Edward Clark ne verra jamais son œuvre achevée. Chapitre 4. Un palais sous un même toit. Pour Edward Clark, l'élégance architecturale ne suffisait pas. Le Dakota devait offrir un art de vivre, tout le confort d'un hôtel particulier sans la moindre contrainte de gestion. Dès que l'on franchissait le portique, tout devait sembler gracieux et sans effort. Les intérieurs étaient le fruit d'un artisanat d'exception. Les plafonds en chêne sculptés à la main, les sols marquetés de marbre, d'acajou et de cerisier, et les cheminées aux manteaux de marbre sculpté, dont aucune n'était identique, témoignaient d'un luxe inouï. Pour son propre appartement, la légende veut que Clark ait fait incruster les parquets d'argent massif. Bien que ce détail reste sujet à débat, l'histoire persiste comme le symbole de l'extravagance qui imprégnait tout le projet. Le Dakota offrait également une liberté inédite, la personnalisation. Clark encourageait les futurs occupants à modifier leurs appartements selon leur goût personnel, faisant de chaque demeure un reflet fidèle de ses propriétaires. Au-delà de la splendeur architecturale, la véritable révolution du Dakota résidait dans sa capacité à se plier aux désirs de ses hôtes. Les cloisons pouvaient être déplacées, les pièces fusionnées ou divisées selon les besoins. Ainsi, les 65 appartements, déjà conçus pour être uniques, devenaient des reflets intimes de la personnalité de leurs occupants. Mais le génie de Clark ne s'arrêtait pas à la structure. Il se nichait dans l'invisible, dans une infrastructure de services sans précédent. Au rez-de-chaussée, Clark fit ériger une salle à manger capable de rivaliser avec les plus hautes tables de la ville. Les descriptions de l'époque évoquent un hall baronial anglais. Sol de marbre, boiseries en chêne sculpté, bas-relief en bronze et une monumentale cheminée en grès écossais trônant au centre de la pièce. Pour ceux qui préféraient l'intimité de leurs appartements, un réseau sophistiqué de monte plats reliait les cuisines centrales à chaque étage. Les résidents pouvaient ainsi déguster des mets préparés par des chefs professionnels, servis à leur propre table par leur domesticité personnelle. C'était l'alliance parfaite, le confort d'un grand hôtel et la discrétion d'un foyer privé. Pour faire fonctionner cette cité idéale, une armée de l'ombre était nécessaire. Clark prévoyait environ 150 employés. Derrière les portiers en livrée et les liftiers se cachait un monde de fourmilières, gouvernantes, blanchisseuses, tailleurs, menuisiers, électriciens et plombiers. Le Dakota n'était pas un simple immeuble, c'était un village autarcique. Le service de blanchisserie, par exemple, atteignait des sommets de raffinement. Le linge était collecté dans des paniers d'osier, puis restitué, lavé, repassé, raccommodé et soigneusement enveloppé dans du papier de soie rose. Pour les familles habituées à la lourde gestion d'un hôtel particulier, cette libération des tracas quotidiens était une révélation. La hiérarchie sociale de l'époque se lisait jusque dans les combles. Le 8e étage abritait les chambres de bonne et les dortoirs pour le personnel, tandis que le 9e était réservé aux buanderies dont les séchoirs s'étendaient jusque sur le toit. Mais ce même toit offrait aussi des agréments inattendus, des aires de jeu sécurisées pour les enfants, loin du tumulte des rues, et des promenades ombragées de pavillons offrant une vue imprenable sur Central Park et la ville naissante. Sur le terrain adjacent, au-dessus de la centrale thermique, Clark fit même aménager des cours de tennis et des pelouses de croquet. Le Dakota était, au sens propre, une machine à vivre avec grâce. Clark avait anticipé chaque désagrément de la propriété pour l'éliminer. Plus besoin de gérer les livraisons de charbon, l'entretien des chaudières ou la recherche de domestiques fiables. En échange d'un loyer, les résidents vivaient comme des aristocrates, déchargés de toute obligation matérielle. C'était la promesse d'une vie augmentée, moins de responsabilités, plus de confort, un palais divisé en demeures privées où le palais lui-même s'occupait de tout. Chapitre 5. Le visionnaire qui ne vit jamais son rêve. Edward Clark ne foula jamais le sol de son chef-d'œuvre achevé. À l'automne 1882, alors que les ouvriers s'affairaient sur la structure de la 72e rue, Clark tomba malade dans sa propriété de campagne à Cooperstown. À 70 ans, après avoir bâti l'une des plus grandes fortunes d'Amérique, il voyait son projet le plus audacieux toucher au but. Les murs avaient atteint leur hauteur finale, les pignons distinctifs étaient posés. Il pouvait imaginer les futurs locataires, la fin des railleries des sceptiques. Il ne verra rien de tout cela.
Edward Clark s'éteignit le 14 octobre 1882, emporté par une fièvre paludéenne à 2 ans de l'inauguration. L'homme qui avait conçu, financé et défendu ce projet contre vents et marées ne dînerait jamais dans son hall baronial, n'occuperait jamais l'appartement somptueux qu'il s'était réservé. Ces notices nécrologiques célébrèrent le brillant avocat de la Singer Manufacturing Company, mais traitèrent l'étrange forteresse de l'Upper West Side comme une simple excentricité, une note de bas de page dans une carrière par ailleurs conventionnelle. La fortune de Clark, estimée entre 25 et 50 millions de dollars, soit plus d'un demi-milliard aujourd'hui, fut répartie entre ses héritiers. Mais l'essentiel de son empire immobilier, incluant le Dakota inachevé, revint à son petit-fils, Edward Severin Clark. L'enfant n'avait que 12 ans. La gestion d'un tel héritage et la finalisation du chantier le plus ambitieux de New York furent confiées à des administrateurs. Fidèles à la volonté du défunt, ces hommes ne firent aucune concession sur la qualité. Les travaux se poursuivirent tout au long de l'année 1883, sous l'œil vigilant de l'architecte Henry Hardenberg. Malgré une brève grève des plâtriers, les artisans achevèrent les décors minutieux, posèrent les parquets complexes et installèrent les systèmes mécaniques de pointe. Autour du Dakota, le paysage commençait déjà à changer. La simple présence de ce géant annonçait que l'Upper West Side était désormais une terre de conquête. En 1884, le chemin de fer aérien déversait chaque jour un flux croissant de curieux et de futurs résidents. La folie était en passe de devenir le centre d'un nouveau monde. Les commerces et les services commencent peu à peu à fleurir aux abords de l'édifice. Le Dakota ne restera pas ce bastion solitaire que son créateur avait tant redouté. En septembre 1884, les chroniques immobilières annoncent que le bâtiment sera prêt pour le 1er octobre avec des loyers annuels oscillant entre 1 500 et 5 000 dollars. Mais un fait remarquable frappe les esprits. Avant même l'ouverture, un quart des appartements a déjà trouvé preneur. Lorsque les portes s'ouvrent officiellement à la fin du mois d'octobre, il ne reste plus une seule vacance. Le Dakota affiche complet. Il aura fallu 4 ans pour que ce projet pharaonique voie le jour. Quelles que soient les réticences des New-Yorkais sur l'éloignement du quartier ou sur les doutes liés à la vie en appartement, le résultat final balaye toutes les objections. Ce n'était ni un taudis, ni une expérience modeste pour la classe moyenne. C'était une création d'un genre radicalement nouveau, et la haute société new-yorkaise ne s'y est pas trompée. Les premiers locataires sont exactement ceux que Clark espérait séduire. Des avocats, des courtiers, des négociants en textile ou en charbon, et même un sténographe. Ils sont prospères, bien que ne figurant pas encore sur la liste des 400, ce cercle ultra fermé de l'élite traditionnelle de New York. L'isolement du Dakota reste un défi. À une époque où le téléphone n'est pas encore d'usage courant, une simple visite sociale depuis les quartiers commerçants du Sud peut prendre 1 heure. Pourtant, ils viennent. Ils sont attirés par la promesse d'une vie libérée des fardeaux domestiques. Les critiques, qui avaient crié à la folie, font volte-face. Le New York Daily Graphic le proclame l'un des immeubles les plus parfaits au monde. Ce qui passait pour un délire en 1880 est devenu, en 1885, la preuve d'un jugement d'une finesse absolue. Mais Edward Clark est devenu une sorte de fantôme au sein de sa propre création. Son portrait, accroché entre ses murs, veille sur des résidents qui ne l'ont jamais rencontré, profitant d'un confort qu'il a orchestré dans les moindres détails sans jamais pouvoir en jouir lui-même. Il a eu le courage de bâtir là où personne n'osait regarder, et sa vision est devenue la réalité quotidienne d'une élite qui accepte désormais de partager un toit et des ascenseurs. Chapitre 6. L'ère Clark. Pendant 77 ans, le Dakota restera la propriété d'une seule et même famille. Edward Severin Clark, le petit-fils de 12 ans, finit par prendre possession de son héritage à sa majorité, au début des années 1890. Sous sa garde, le Dakota confirme son statut de résidence la plus prestigieuse de Manhattan. L'Upper West Side n'est plus une terre sauvage, mais un quartier de plus en plus prisé. Edward Severin et ses 3 frères, tous héritiers de l'Empire Singer, n'ont nullement besoin des revenus du Dakota pour subsister. Les dividendes des machines à coudre sont tels que les loyers de l'immeuble paraissent dérisoires. Cette indépendance financière va forger la gestion unique du bâtiment. Les loyers restent modestes et n'augmentent que très rarement. Le Dakota n'est pas géré comme un investissement commercial, mais comme un héritage familial, entretenu par pure fierté.
Le résultat est stupéfiant. Entre 1884 et 1929, l'immeuble ne connaît pas une seule vacance. 45 années de plénitude ininterrompue. Les familles s'y installent pour des générations, les enfants y grandissent et y louent parfois leur propre appartement une fois mariés. Le Dakota devient un village intime, soudé par le privilège de partager une adresse aussi mythique. On y croise notamment la famille Steinway, dont le nom est devenu indissociable de l'excellence musicale. Le Dakota n'attire pas seulement la richesse, mais aussi la culture. À la mort d'Edward Severin en 1933, la propriété passe à son frère cadet, Stephen Carlton Clark. Homme d'une érudition rare, Stephen est l'un des fondateurs du Musée d'art moderne de New York, MoMA, et le créateur du temple de la renommée du baseball à Cooperstown. Collectionneur de Rembrandt, Matisse et Picasso, il gère le Dakota avec la même intelligence méthodique que son grand-père. Pendant près de 30 ans sous sa direction, le bâtiment semble figé dans le temps, conservant même ses ascenseurs hydrauliques d'origine. Les Clark assument seuls les réparations, sans rendre de comptes à personne. Pourtant, le XXe siècle avance et les services fastueux qui définissaient autrefois l'art de vivre au Dakota commencent lentement à s'étioler. La blanchisserie disparaît la première, suivie du service de couture, de la gouvernante résidente et de sa suite de domestiques. Ces agréments fastueux avaient toujours été coûteux à entretenir, et les schémas sociaux qui les rendaient désirables étaient en pleine mutation. Les familles qui, jadis, reposaient entièrement sur le personnel de l'immeuble, apprenaient désormais à s'organiser autrement. Peu après la Seconde Guerre mondiale, la grande salle à manger ferma définitivement ses portes. Elle n'avait jamais généré de profit. Edward Clark l'avait conçue comme un produit d'appel, une commodité pour aider les riches familles à faire la transition depuis leurs hôtels particuliers. Mais à la fin des années 1940, les locataires préféraient leur propre cuisine ou les restaurants de la ville. L'effervescence du sous-sol s'est tue. Dans les années 1950, les chambres de bonne des étages supérieurs furent converties en appartements. Le personnel restant, 45 personnes en 1960 contre les 150 d'origine, n'avait plus besoin de dortoir. Le monde caché qui soutenait autrefois ce train de vie gracieux s'était réduit à une fraction de sa gloire passée. La démographie de l'immeuble entamait aussi sa propre mutation. Au milieu du siècle, de nombreux résidents étaient diplomates, personnalités du théâtre ou éditeurs. Le bâtiment attirait particulièrement le monde du spectacle en raison de sa proximité avec les théâtres de Broadway, sur le côté ouest. Le Dakota se forgeait une réputation de sanctuaire pour les esprits créatifs, une aura qu'il conservera dans les décennies à venir. Stephen Clark lui-même n'y a jamais vécu, préférant sa maison de ville de l'autre côté du parc, sur la 70e rue Est. Alors qu'il approchait de ses 80 ans, l'inquiétude grandissait parmi les résidents du Dakota quant à l'avenir. Il l'invitait à dîner, lui envoyait des vœux d'anniversaire, tentant de glaner un indice sur ce qui se passerait lorsque l'inévitable surviendrait. Clark restait impénétrable, absorbé par sa collection d'art et ses œuvres philanthropiques. Le Dakota n'était qu'un actif parmi d'autres. Stephen Carlton Clark s'éteint le 17 septembre 1960, à l'âge de 78 ans. À la lecture de son testament, la nouvelle frappe les résidents de plein fouet. Clark n'avait pas légué le Dakota à ses descendants, mais à la Fondation Clark, l'organisation caritative qu'il avait créée pour soutenir Cooperstown. De prime abord, cela semblait rassurant. Une fondation paraissait être un propriétaire stable. Mais les locataires découvrirent bientôt une réalité juridique dévastatrice. Selon la loi de l'État de New York, une fondation caritative ne pouvait détenir une propriété qui ne générait pas de profit. Et le Dakota, pour tout son prestige, n'avait jamais été une entreprise rentable. Les Clark avaient maintenu des loyers artificiellement bas et des services bien au-delà de ce que les revenus justifiaient, traitant le bâtiment comme un héritage plutôt que comme un investissement. Sous l'égide de la fondation, cet arrangement ne pouvait perdurer. Dès janvier 1961, la fondation acceptait une offre de 4,5 millions de dollars d'un promoteur qui prévoyait de démolir le bâtiment pour le remplacer par une tour d'habitation moderne. 77 ans de bienveillance familiale touchaient à leur fin. Le Dakota lui-même risquait de disparaître, à moins que ses locataires ne trouvent un moyen de le sauver. Chapitre 7. Sauver le Dakota. Dans l'après-midi du vendredi 17 décembre 1960, le téléphone sonna dans le bureau de Wall Street d'Ernest Agros.
L'appelant était William Zeckendorf, le tsar incontesté de l'immobilier new-yorkais. « Je me présente, dit Zeckendorf. Je suis votre nouveau propriétaire. » Gross était l'un des résidents les plus distingués du Dakota, un avocat international ayant servi 3 fois comme délégué aux Nations Unies. Il comprit immédiatement le sous-entendu. Chaque fois que Zeckendorf acquérait un vieux bâtiment sur un terrain de choix, il le rasait pour ériger une tour d'acier et de verre. Zeckendorf fut brutal. Les bâtiments comme le Dakota n'ont plus de sens à New York désormais. À peine 3 mois après la mort de Stephen Clark, la fondation s'était empressée de se délester de cette propriété non rentable. Zeckendorf affirmait avoir fait une offre avec une échéance fixée au lundi midi suivant. Les résidents du Dakota avaient 2 jours et demi, le temps d'un week-end, pour trouver un moyen de sauver leur foyer. Gross contacta immédiatement son voisin, C.D. Jackson, vice-président de Time Incorporated et ancien spécialiste de la guerre psychologique pour les forces alliées. S'il y avait un homme capable de mobiliser des ressources sous pression, c'était lui. Les 2 hommes improvisèrent une réunion de crise dans l'ancienne salle à manger seigneuriale. Ce qui s'y déroula fut un pandémonium. Les locataires âgés, qui vivaient là depuis un demi-siècle, faisaient face à la perspective de l'expulsion. Les sols de marbre résonnèrent des cris, des jurons, des piétinements et des sanglots. L'actrice Judy Holliday, récemment diagnostiquée d'un cancer en phase terminale, pleurait en silence. Elle voulait seulement mourir dans le bâtiment qu'elle considérait comme sa maison. Miss E. Bruce Leo, drapée dans une robe à traîne et un chapeau excentrique, elle qui n'était pas sortie de son appartement de 18 pièces depuis des années, on disait qu'elle avait 102 ans, martelait « Je ne serai pas mise à la porte de ma maison, je ne serai pas mise à la porte !» La réunion sombra dans le chaos. Dans les semaines qui suivirent, la situation évolua. L'offre de Zeckendorf n'aboutit pas. À la place, en janvier 1961, un autre promoteur, la Glickman Corporation, acheta le Dakota et un terrain adjacent pour 4,6 millions de dollars, avec la ferme intention de démolir pour construire la plus grande tour d'habitation de New York. Mais les résidents du Dakota n'étaient pas sans ressources. Beaucoup étaient riches et, plus important encore, connectés aux médias, à la finance et au pouvoir. Durant l'hiver et le début du printemps, ils s'organisèrent. Ils formèrent une société coopérative et négocièrent avec Glickman, jouant sur tous les tableaux, sentiments, publicité et pression financière, pour le persuader de vendre plutôt que de démolir. En avril 1961, l'accord tombe. Il rachète le Dakota pour 4,8 millions de dollars, soit 200 000 de plus que ce que Glickman avait payé quelques mois plus tôt. Glickman conservait le terrain adjacent pour le vendre séparément. L'accord exigeait des sommes considérables de la part des locataires. Ceux qui souhaitaient rester devaient acheter des parts dans la coopérative, passant du statut de locataire à celui de propriétaire. La transition fut brutale pour beaucoup. Des résidents de longue date, habitués aux loyers artificiellement bas des Clark, faisaient désormais face à des charges mensuelles dépassant largement leurs anciens paiements. Tous ne purent suivre. L'économie impitoyable de la copropriété ne laissait aucune place aux arrangements du passé, mais la plupart trouvèrent le moyen de rester. En novembre 1961, la transaction fut finalisée. Les locataires du Dakota devinrent officiellement ses propriétaires. Pour la première fois de son histoire, ceux qui vivaient au Dakota tenèrent son destin entre leurs mains. La Glickman Corporation vendit le terrain adjacent en août. Une tour d'habitation insipide, le Mayfair, s'éleva là où s'étendaient jadis les jardins du Dakota. C'était le genre de bâtiment qui aurait pu remplacer le Dakota lui-même, efficace, moderne et totalement oubliable. La nouvelle coopérative fit face à des défis immédiats. Les ressources apparemment illimitées des Clark s'étaient taries, la charge de l'entretien incombait désormais aux résidents. Le bâtiment avait vieilli avec grâce, mais pas sans usure. Les ascenseurs d'origine, toujours en fonction après près de 80 ans, nécessitaient une attention urgente. En 1974, le conseil d'administration engagea des réparations majeures, coûtant environ 5 000 $ par appartement. Les résidents payèrent. Ils avaient sauvé le Dakota une fois. Ils allaient maintenant le maintenir en vie. La conversion apporta d'autres changements. Sous les Clark, les locataires allaient et venaient sur la base de relations personnelles et d'accords tacites.
La nouvelle coopérative exigeait une structure formelle, un conseil d'administration pour gouverner, des règles établies et une approbation pour les futurs résidents. Cette formalisation allait plus tard rendre le Dakota célèbre pour la sélectivité impitoyable de son processus d'admission. Mais en 1961, de telles préoccupations semblaient lointaines. L'essentiel était ailleurs. Le bâtiment était toujours debout et ses habitants y vivaient encore. La menace des démolisseurs avait été écartée. L'œuvre d'Edward Clark, un temps promise au néant, venait d'être sauvée par ceux-là même pour qui elle avait été bâtie. Chapitre 8. Hollywood s'empare de la légende. En 1967, Roman Polanski arpentait les rues de New York en quête du décor idéal pour son nouveau film d'épouvante. Le roman d'Ira Levin, Rosemary's Baby, venait de paraître et trônait déjà au sommet des ventes. L'intrigue suivait un jeune couple s'installant dans le Bramford, un immeuble de Manhattan à l'aura sépulcrale, dont les voisins, sous une apparence inoffensive, se révélaient être les membres d'un culte satanique. Pour Polanski, le bâtiment devait être bien plus qu'un simple décor. Il devait devenir un personnage à part entière, un lieu où les secrets les plus sombres semblaient non seulement possibles, mais inéluctables. Il lui fallait un édifice ancien, orné, vaguement sinistre, un lieu qui porte en lui l'effigie de la sorcellerie. Il trouva le Dakota. Dans le roman, Levin s'était amusé à glisser un clin d'œil. Un personnage tente de dissuader l'héroïne d'emménager au Bramford en lui suggérant de choisir justement le Dakota. Polanski, lui, allait briser cette frontière. Le Bramford de la fiction et le Dakota de la réalité partageraient désormais le même visage. Le tournage débuta en août 1967. Les caméras captèrent les pignons découpés sur le ciel, la façade chargée d'histoire et cette silhouette massive qui semble peser sur l'âme. Si la direction du Dakota refusa que l'on filme à l'intérieur, obligeant la production à recréer les appartements en studio à Hollywood, les extérieurs suffirent à ancrer l'angoisse. Ce porche majestueux où Rosemary arrive avec l'espoir d'une vie nouvelle devint, à l'écran, le seuil d'un cauchemar. Le film, porté par une Mia Farrow fragile et une Ruth Gordon magistrale, fut un triomphe, mais un triomphe né dans la douleur. Polanski, perfectionniste à l'extrême, dépassa le budget de $400 000, exigeant des dizaines de prises pour une seule scène. En plein tournage, Frank Sinatra, alors époux de Mia Farrow, lui fit remettre les papiers du divorce devant toute l'équipe. Une scène entra dans la légende, celle où Rosemary s'aventure, hagarde, au milieu du trafic de la 5e avenue. Devant l'hésitation de l'actrice, Polanski lui assura que personne n'oserait renverser une femme enceinte avant de s'élancer lui-même sur la chaussée avec sa caméra à l'épaule. À sa sortie en 1968, Rosemary's Baby redéfinit le genre de l'horreur. Le Dakota n'était plus seulement une adresse de prestige, il était devenu le théâtre d'une conspiration nocturne. Si certains résidents virent d'un mauvais œil cette association avec le macabre, l'immeuble avait toujours possédé une dimension théâtrale. Polanski n'avait fait que révéler une vérité latente. Ce lieu était fait pour que l'extraordinaire s'y produise. Chapitre 9. Le refuge des célébrités. Pourtant, bien avant les caméras de Hollywood, le Dakota avait toujours exercé une fascination sur les esprits créatifs. Dès 1891, Tchaïkovski, lors de sa tournée américaine, s'était émerveillé de son confort. Durant des décennies, l'immeuble fut le sanctuaire de familles cultivées, d'amateurs d'opéra et de mécènes. Mais au milieu du XXe siècle, une nouvelle vague arriva, celle des acteurs. Boris Karloff fut l'un des pionniers. L'homme qui avait prêté ses traits au monstre de Frankenstein s'installa au Dakota dans les années 1950. Initialement, certains résidents s'en offusquèrent, craignant que la présence d'un saltimbanque ne ternisse le blason de l'immeuble. Les acteurs étaient jugés peu fréquentables, avec leurs horaires décalés et leur entourage bruyant. Leurs craintes furent vaines. Karloff était un homme d'une culture et d'une discrétion exemplaires. Il ouvrit la voie. Si le monstre de Frankenstein pouvait vivre dignement à la 72e rue, d'autres pouvaient le suivre. Liliane Gish, étoile du cinéma muet, y apporta près d'un siècle d'histoire de l'art. Judy Garland y fit un passage bref et tourmenté dans les années 1960. Mais c'est Lorraine Bacall qui devint l'une des figures de proue du bâtiment. Arrivée en 1961, elle acheta son immense appartement de 9 pièces pour $68 000. Elle y vécut 53 ans.
préparant des desserts pour la fête de Noël de l'immeuble et incarnant un lien vivant avec l'âge d'or du cinéma. Leonard Bernstein, lui, s'installa au 2e étage, face à Central Park. Au sommet de sa gloire, le créateur de West Side Story fit de son salon le centre névralgique de la vie musicale new-yorkaise. Les murs massifs, conçus jadis par Hardenberg pour garantir une paix royale, permettaient au maestro de travailler à son piano sans jamais troubler le repos de ses voisins. Le Dakota avait trouvé sa véritable vocation. Être un refuge où la fortune et le génie pouvaient cohabiter en toute harmonie. Quelque chose dans cet édifice appelait irrésistiblement les artistes. Était-ce la démesure des appartements, ces volumes cathédrales au plafond vertigineux capables d'accueillir sans peine un piano à queue ou un atelier de peintre? Était-ce ce sentiment d'habiter un monde à part, protégé des rumeurs de la métropole? Ou peut-être n'était-ce que le poids de la tradition? L'économie, elle aussi, jouait son rôle. Sous le long règne des Clark, les loyers étaient restés d'une modération surprenante. Même après la conversion en coopérative, le Dakota offrait une grandeur que des carrières créatives pouvaient encore soutenir. À la fin des années 1960, le bâtiment était devenu le refuge exact de ceux que les premiers résidents auraient redoutés. Des acteurs, des musiciens, des écrivains, des célébrités de tous horizons. L'adresse qui avait autrefois séduit les capitaines d'industrie appartenait désormais aux maîtres de l'imaginaire. En 1973, parmi les résidents, figurait l'acteur Robert Ryan, ce visage buriné du cinéma américain. Ryan se battait contre le cancer et son appartement du 7e étage allait bientôt se libérer. Un jeune musicien anglais et son épouse nippo-américaine cherchaient alors un sanctuaire à Manhattan. Ils avaient entendu parler du Dakota et se demandaient s'ils pourraient reprendre le bail de Ryan. Leur nom, John Lennon et Yoko Ono. Chapitre 10. John et Yoko. Au printemps 1973, un ancien Beatle et sa muse d'avant-garde cherchaient un nouveau port d'attache. John Lennon et Yoko Ono vivaient alors dans le West Village, mais ils aspiraient à plus de noblesse, à un lieu chargé d'histoire. Un seul coup d'œil à l'unité 72 suffit à les conquérir. L'espace s'étendait sur la moitié d'un pâté de maisons, offrant 4 chambres et une vue imprenable sur la canopée de Central Park. Mais ce qui fascina John, par-dessus tout, c'était l'âme du lieu. Les interrupteurs en cuivre massif, les ascenseurs où l'on s'asseyait, manœuvrés par des préposés en livrée, les boiseries sombres en acajou et en chêne. Tout cela lui rappelait le Liverpool victorien de son enfance. Le conseil d'administration de la copropriété ne partagea pas immédiatement cet enthousiasme. On craignait les fêtes bruyantes, les amplificateurs hurlants et les échos de scandales passés. Mais les Lennon firent mentir les sceptiques. Une fois installés, ils devinrent les voisins les plus discrets, fuyant les mondanités et recherchant une intimité absolue. Cela ne les rendait pas invisibles pour autant. Lorsqu'ils émergèrent du porche, ils étaient impossibles à manquer. John, souvent vêtu de jeans, d'une longue cape noire et d'un sombrero à large bord. Yoko, l'accompagnant avec des coiffures spectaculaires. Ils s'engouffraient dans leurs limousines argentées sous l'œil des fans dévoués qui, malgré la sécurité, parvenaient parfois à s'immiscer dans les couloirs. Le 9 octobre 1975, tout bascula. Ce jour-là, John fêtait ses 35 ans. C'était aussi le jour de la naissance de son fils, Shantaro Ono Lennon. Ayant souffert de l'absence lors de la naissance de son premier fils, Julian, à l'époque de la Beatlemania, John prit une décision radicale. Il se retira de la musique. Pendant 5 ans, l'icône mondiale devint un père au foyer. Tandis que Yoko gérait leurs affaires depuis le studio 1 au rez-de-chaussée, John vivait à l'étage. Il cuisinait son pain, veillait sur son fils et regardait les saisons défiler sur le parc. Sa guitare restait accrochée au mur muette. Ses voisins découvrirent alors un homme doux, un père tranquille poussant une poussette dans la cour, un excentrique poli apportant des plats macrobiotiques au dîner de voisinage d'octobre. En 1980, le silence fut rompu. À Bermude, les chansons jaillirent de nouveau. John et Yoko décidèrent de concevoir un album ensemble, un dialogue musical baptisé Double Fantasy. John revint à New York transformé, retrouvant le chemin des studios. Le 8 décembre 1980, après une session de travail sur le titre Walking on Thin Ice, John se tourna vers sa femme et lui dit « Yoko, je crois que tu tiens ton premier numéro 1. » Ils quittèrent le studio pour rentrer chez eux. Sean les attendait pour l'histoire du soir. Chapitre 11.
Strawberry Fields Forever. Si vous vous placez aujourd'hui aux fenêtres du Dakota et que vous regardez par-delà Central Park West, vous apercevrez une clairière en forme de larme nichée sous les arbres. C'est Strawberry Fields, le mémorial que Yoko Ono a imaginé pour son époux. Ce lopin de terre était autrefois une section banale du parc, mais c'était là que John et Yoko faisaient leur promenade quotidienne. 10 jours après le drame, l'idée de rebaptiser ce lieu naquit. On choisit le nom d'une chanson de 1966, elle-même inspirée d'un orphelinat de Liverpool où le jeune John aimait s'échapper. Yoko ne voulait pas d'une statue. John n'en aurait pas voulu. Elle souhaitait quelque chose de vivant, un jardin de la paix. Ce serait beau d'avoir le monde entier réuni en un seul lieu, écrivit-elle. La réponse fut phénoménale. Plus de 120 pays envoyèrent des dons. Un chêne de Grande-Bretagne, des cornouillers de Monaco, des bulbes de tulipes des Pays-Bas, des érables du Canada et bien sûr des fraisiers. Yoko finança elle-même la moitié du projet, s'assurant que ce sanctuaire de verdure devienne un legs éternel à la ville qu'il aimait tant. La moitié de ces fonds fut consacrée à une dotation pour l'entretien perpétuel du site. Yoko collabora étroitement avec Bruce Kelly, l'architecte paysagiste en chef de la Central Park Conservancy, pour concevoir un espace qui respire la paix tout en étant vibrant de vie. Kelly imagina une suite de sentiers sinueux traversant de petites prairies bordées d'arbres et d'arbustes, veillant à ce que ce paysage s'intègre harmonieusement à la vision originelle de Frederick Law Olmsted, le créateur du parc un siècle plus tôt. Ce n'était pas un monument imposé à la nature, mais une restauration de l'essence même du parc. À la pointe ouest du jardin, Kelly et Ono placèrent l'élément central du mémorial. Des artisans venus de Naples, en Italie, façonnèrent une mosaïque circulaire de pierres noires et blanches disposées en une étoile éclatante. En son centre, un seul mot, Imagine. Si cette œuvre fait référence à l'hymne le plus célèbre de Lennon, Yoko révélera plus tard que l'essence même de la chanson puisait ses racines dans ses propres travaux conceptuels. Ce mot, comme ce jardin, appartenait à leur union. Le 9 octobre 1985, jour où John aurait fêté ses 45 ans et Sean ses 10 ans, Strawberry Fields fut officiellement inauguré. Yoko se tenait devant des centaines d'invités, entourés du maire Edward Koch, de Roberta Flack et de nombreuses personnalités internationales. « Ce jardin est le fruit de nos rêves collectifs », confia-t-elle à la foule, empruntant un vers célèbre des Beatles. « C'est notre façon de prendre une chanson triste pour la rendre meilleure. » Depuis ce jour, Strawberry Fields est devenu l'un des lieux les plus visités de Central Park. Des admirateurs du monde entier viennent y déposer des fleurs, s'asseoir sur les bancs ou entonner des reflets de Lennon avec des inconnus. Chaque 9 octobre et chaque 8 décembre, les rassemblements s'intensifient. Bien que désignée comme zone de silence, la clairière n'est jamais vraiment muette. Elle est habitée par la musique. De ses fenêtres du Dakota, Yoko a pu contempler cette mosaïque pendant des décennies, jusqu'à son départ en 2023. Aujourd'hui, le Dakota et Strawberry Fields se font face comme les deux moitiés d'une conversation éternelle. L'immeuble où John a vécu et le jardin où sa mémoire s'enracine. Chapitre 12, l'adresse la plus exclusive au monde. Le Dakota survit depuis plus de 140 ans. Il a vu disparaître les terrains vagues qui l'entouraient, les calèches qui traversèrent sa cour et la ville éclairée au gaz qu'il a vu naître. Il a vu Manhattan se transformer radicalement tout en restant, lui, immuable. Classé monument historique national en 1976, ce que les critiques appelaient autrefois la folie de Clark, est désormais reconnu comme l'un des trésors les plus précieux d'Amérique. Ces distinctions ont apporté une protection éternelle, mais aussi des contraintes strictes. Chaque modification, de la restauration du toit d'ardoise à l'interdiction des climatiseurs en façade, doit être approuvée par la commission des monuments. Le Dakota n'appartient plus tout à fait à ses propriétaires. Il appartient à l'histoire. Pourtant, derrière ces grilles, la vie continue. Les ascenseurs d'origine, toujours manœuvrés par des préposés, continuent de monter et descendre. La fontaine de la cour murmure toujours. Franchir ces grilles est pourtant plus difficile que jamais. Depuis la conversion en coopérative en 1961, le conseil d'administration, le redoutable board, dispose d'un pouvoir de veto absolu sur chaque nouvel acheteur. Ils épluchent les finances, mènent des entretiens et jugent de l'adéquation du candidat avec l'âme du lieu, sans jamais avoir à justifier leur décision. Au fil des ans,
La liste des célébrités éconduites est devenue aussi légendaire que celle des résidents. Madonna, Billy Joel, Cher, Carly Simon ou encore Antonio Banderas et Melanie Griffith ont tous vu les portes du Dakota se refermer devant eux. Le board ne craint pas la célébrité. Le bâtiment a accueilli Judy Garland, Leonard Bernstein et John Lennon. Mais il exige la discrétion. Le Dakota offre ce qu'il y a de plus rare à New York, l'anonymat et le silence. Aujourd'hui, les appartements s'y négocient pour des sommes qui auraient stupéfié Edward Clark, atteignant parfois 20 millions de dollars. Ce n'est plus seulement une demeure pour les gens aisés, c'est une forteresse de la richesse. Pourtant, le Dakota reste bien plus qu'un simple actif immobilier. C'est un fragment d'histoire vivante. Les touristes qui se massent sur le trottoir ne viennent pas admirer des mètres carrés. Ils viennent chercher l'ombre de Rosemary, le souvenir d'un autographe signé sous le porche par un génie qui ne rentrera jamais chez lui. Le Dakota est devenu un personnage central de la mythologie new-yorkaise. Depuis les derniers étages, on peut encore contempler le Central Park qu'Edward Clark avait imaginé. Juste en bas, la mosaïque imagine reste visible, entourée des fleurs déposées par les passants. Le Dakota se dresse à l'intersection de la mémoire et de l'argent, de l'art et de l'exclusivité, de la gloire et du secret. Pour les uns, il incarne le rêve de luxe de l'âge d'or. Pour d'autres, il reste le théâtre d'une tragédie ou d'un film culte. Mais pour des millions de personnes, il sera toujours le lieu où John Lennon est rentré à la maison. 140 ans après sa construction, le Dakota demeure ce qu'Edward Clark avait voulu. Un monument sans précédent, une œuvre singulière qui ne pourrait exister nulle part ailleurs qu'à New York. Les portes s'ouvrent, la cour invite au silence, et les appartements, tous différents, continuent d'abriter ceux qui ont gagné le droit de nommer ce palais leur foyer. Le Dakota perdure. Le Dakota n'est pas seulement un édifice, c'est une sentinelle de pierre qui continue de veiller sur les rêves, les ambitions et les secrets de Manhattan. Si ce voyage à travers les époques et l'architecture majestueuse a éveillé votre curiosité, je vous invite à rejoindre notre cercle de passionnés. En vous abonnant et en partageant vos propres réflexions sur ces héritages d'exception, vous contribuez à faire vivre le récit de notre patrimoine commun. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les splendeurs et les mystères du passé.